Bonsoir, bonjour à tous, c'est Mangaka, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on s'attaque au cas de est-ce que les CN peuvent réellement respirer dans l'espace ou pas. Spoil, ils peuvent pas. Et du coup, est-ce que c'est mortel pour eux? Le titre est beaucoup trop long, mais c'est pas grave. En effet, dès le début de la partie Z de Dragon Ball, on apprend que les CN ne peuvent pas respirer dans l'espace et que donc une destruction de planète, car chose qui arrive très rapidement également, peut être fatale très rapidement. Mais il s'avère que pendant que je cherchais un sujet de vidéo, je me suis retapé le manga rapidement et une question m'est venue en lisant DBS, qui est, pour mon grand malheur, canon. Mais avant d'en arriver à là, on va refaire un traçage chronologique rapidement. Pendant la saga Namek, Freezer dit à Goku, pendant leur combat, que si la planète explose, lui il survivra, mais pas Goku. Et pourtant, on sait tous très bien que Goku est plus fort que Freezer. Et dans Dragon Ball, la force, entre guillemets le ki, est liée à la vitesse, la résistance et la puissance. Donc, ce qui signifie que Goku est plus résistant que Freezer, mais qu'il ne survivrait pas à une explosion de planète contrairement à lui. Donc la raison pour laquelle Freezer survivrait mais pas Goku, c'est pas qu'il ne pourrait pas tanker l'explosion de planète, c'est plutôt qu'il ne pourrait pas respirer dans l'espace. Et là on viendra me dire, bah si c'est l'explosion de planète qui l'aurait tué, et on va me prendre l'exemple de Vegeta Super Saiyan Blue dans la résurrection de Freezer. Et on y reviendra. À la suite, pendant le fameux combat des 5 minutes avant la fin de l'extinction de Namek, bon, on a très vite compris que Goku lui aussi paniquait à l'idée de ne pas pouvoir respirer dans l'espace. Et malgré le fait qu'il allait plus vite que la vitesse de la lumière, bon... Un. Oui, parce que dans l'absolu, on pourrait se dire que si le personnage il va plus vite que la vitesse de la lumière, eh ben, il peut aller sur une planète à côté euh, le temps que la planète explose. En gros, il retient sa respiration et boum, il fonce, il y va un peu comme une Superman, quoi. Sauf que il faut prendre en compte que un manga, c'est une histoire. Et que donc si on tue l'enjeu avec de la logique, bah ça a plus grand intérêt du coup. Et accessoirement, on pourrait me dire oui mais on sait pas s'il y a des planètes autour. Bon, Goku fait un Genki Dama et demande l'énergie des planètes environnantes. Donc il doit y avoir des planètes pas très loin que ça. Comme je l'ai dit, ici on est face au fameux prétexte scénaristique. Et vous allez vite voir venir ma conclusion, c'est que généralement c'est souvent le cas en fait. Par la suite, dans l'œuvre, l'autre fois où une planète a explosé, c'était pendant l'arc Majin Buu. Bon, Kid Buu il spawn, plus de planète. Enfin, voilà. Ici, le prétexte scénaristique, c'est que si Gohan ou Gotenks avaient affronté Kid Buu, bah, il n'y aurait plus eu de combat en fait. Puisque Majin Buu étant redevenu moins fort qu'auparavant. Oui, Kid Buu est moins fort que les formes précédentes, et j'ai pas le temps de débattre maintenant, j'en ferai une vidéo. Bah, la vidéo d'après d'ailleurs. Ici, Goku et Vegeta sont face au fait accompli. Kid Buu est plus fort qu'eux en forme de Super Saiyan slash Super Saiyan 2, donc ils peuvent pas repousser son attaque. Gohan, Goten, Trunks et Piccolo sont encore KO, donc il faut les sauver. Et donc par ce fait, ils peuvent ni contrer la boule, ni réussir à les sauver, puisqu'ils ont pris Satan et Dende sur le chemin, et donc du coup ne peuvent rien faire, car la planète va exploser. Et puisqu'ils ne peuvent pas survivre dans l'espace, et ben ils sont obligés de faire autrement pour affronter Majin Buu. Dans les films, c'est un peu la même chose également. Broly, enfin, du moins, dans le film de Broly, quand la planète est sur le point d'exploser à cause de la comète qui fait la taille d'un soleil, c'est pour faire monter la tension à l'image des 5 minutes de Freezer. Puisque si la planète explose, bah, il n'y a plus de combat, hein, a priori. Hein. Puisque à part Broly, sur la planète, personne ne peut survivre dans l'espace. Mais donc on en vient rapidement à la question de mais est-ce que du coup un adversaire qui peut survivre dans l'espace est forcément plus dangereux slash plus puissant que le protagoniste? Bah la réponse est non. Hein. On l'a bien vu, Freezer il s'est fait allumer alors qu'il peut respirer dans l'espace, Cooler s'est fait renvoyer sa supernova dans l'espace, et il y est mort là-bas, enfin mort. Après Metal Cooler, mais vous avez compris. Idem pour Broly. Du coup moi je me suis demandé personnellement pourquoi est-ce que l'auteur, donc Toriyama, n'a pas fait sauter cette limite passer Dragon Ball Z, donc arriver à DBS. Et je pensais qu'il allait le faire avec l'arrivée du Super Saiyan God, et le fameux premier combat canon dans la stratosphère. Ainsi que théoriquement toutes les couches au-dessus de cette phase de l'atmosphère. Puisque littéralement à la fin du combat, il se retrouve dans ce qu'on pourrait comparer à l'espace, puisqu'on voit qu'une nuit étoilée et la Terre est extrêmement loin. Et figurez-vous une chose, si on part du principe un peu biaisé j'avoue, qu'il se trouve dans l'exosphère, donc la phase la plus élevée de l'atmosphère. Techniquement, cette couche-là, elle se trouve déjà à plus de 600 km de haut de la surface de la planète, tout du moins d'après ce que j'ai pu trouver. Donc on va faire preuve de bonne foi
et de bons soupçons surtout. Et on va partir du principe que c'est entre 600 km et 800, hein, en étant très gentil. Donc on est bien d'accord qu'à cette distance-là, la quantité d'oxygène dans l'air, elle est très faible, hein. Donc dans tous les cas, bon. Mais alors dans ce cas, s'il peut survivre dans une altitude où il y a quasiment pas d'oxygène, est-ce que c'est vraiment l'oxygène qui pose problème? On peut se dire qu'éventuellement c'est à cause du froid de l'espace, ou des radiations. Eh bien figurez-vous que dans l'espace, toujours d'après les recherches Wikipédia que j'ai fournies, qui m'ont pris à peu près 45 secondes, il fait environ entre 150 degrés au soleil et moins 200 à l'ombre. Quant à la température dans l'exosphère, elle peut atteindre le millier de degrés. Bien que cette température ne soit que négligeable, puisque de toute façon il n'y a pas grand chose en haut qui puisse bouger, donc tu ressens pas en fait. Et donc du coup, la température la plus froide dans l'atmosphère, elle se trouve dans la mésosphère. Et elle varie entre moins 80 et moins 100 degrés. Donc on n'est pas très loin de la température de l'espace, hein, finalement, hein. Et on a bien vu que Goku et Beerus, du coup, peuvent monter de sous la Terre jusqu'à dans l'espace sans s'arrêter, sans que ça leur pose le moindre problème. Donc c'est pas la température non plus qui gêne. Quant aux radiations, si on écarte le fait que Goku, en tant que Saiyan, est totalement capable d'absorber une énorme quantité d'ondes brutes, qui sont concrètement des radiations qui proviennent de la Lune, ou tout du moins d'un astre qui émet la même quantité d'énergie qu'une Lune à distance équivalente, puisque dans GT ça fonctionne avec la Terre, pour concrètement se transformer en Ozaru, en singe géant si vous préférez. Bah, comme j'ai dit juste avant, l'exosphère, elle se trouve entre 600 km de la planète et la limite de l'espace. Donc, a priori, il n'y a pas beaucoup de différence entre les radiations d'en haut et les radiations de dedans, en fait. Donc là, pareil, ça doit pas être les radiations qui posent problème. Et donc là, on vient de voir que concrètement, arrivé au Super Saiyan divin, donc au film Battle of God, normalement, il n'y a aucune raison qui fait que Goku ne puisse pas se retrouver dans l'espace pour combattre. Puisque toutes les choses citées jusqu'à présent n'ont pas été de réels problèmes, mis à part l'oxygène, je l'avoue. Donc ma théorie voudrait que un Saiyan ne peut pas survivre dans l'espace, mais pourrait survivre dans n'importe quel endroit où une infime quantité d'oxygène est captable. Et en supposant cette hypothèse véridique, on arrive au problème. Dragon Ball Super, mon manga préféré, oulala. Arrive l'arc Moro, où Goku et Vegeta sont accompagnés du Daikaioshin pour affronter Moro justement sur la nouvelle planète Namek. Alors j'ai pas dit mais ça spoil, hein, si vous n'êtes pas au courant, force à vous. Mais donc du coup, lors de cette scène, Vegeta dit à Goku de ne pas foncer pour aller frapper Moro pour l'empêcher d'absorber l'énergie de la planète, car ils ne peuvent pas respirer dans l'espace. Et le Daikaioshin du coup se porte volontaire pour y aller à leur place. Une question. Il ne peut pas respirer dans l'espace, d'accord. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers Moro, le frapper et utiliser la téléportation pour venir à côté de Vegeta? Rien du tout, hein. Mis à part le point que j'ai évoqué juste avant, le prétexte scénaristique. Car à ce moment-là, si les Saiyans peuvent affronter Moro, ils vont lui casser les dents. Et donc l'arc va se finir instantanément. Moro n'aura pas le temps d'absorber l'énergie, il n'aura pas le temps de les défoncer. Mais dans la pratique, il n'y a aucune raison qui fait qu'ils ne peuvent pas réellement y aller en réalité. Car comme je l'ai dit, il y a mille et une façons de revenir dans l'espace où il y a un minimum d'oxygène. C'est un peu comme dans l'arc suivant, l'arc Granola. Pareil, vous n'avez pas lu, skippé. Gas enferme Goku dans un tourbillon d'eau, concrètement, hein, et puis il l'étouffe. Sauf que, comme Gas le dit, c'est même pas le fait qu'il l'étouffe qui est en train de tuer Goku à petit feu, c'est le fait qu'il ne puisse pas respirer sous l'eau. Et il se fout de sa gueule en disant que c'est un être primitif qui est même pas capable de respirer dans un espace comme dans de l'eau, quoi. Sauf que j'imagine que tout comme moi vous avez vu Dragon Ball et que donc du coup vous vous souvenez potentiellement de la scène où Goku élabore une stratégie pour niquer Freezer dans l'eau sur Namek. Le truc c'est que dans l'une des deux scènes, Goku prend un coup et il n'a pas le temps de concrètement respirer, il se retrouve dans l'eau. Mais ça n'empêche pas d'élaborer une stratégie, bouger dans l'eau, aller à plusieurs centaines de mètres pour revenir attaquer Freezer dans le dos. Après l'avoir feinté deux fois. Et dans l'autre, il se fait prendre dans un vortex d'eau, et il est en train de s'étouffer. Ouais.
Alors que ce même gars est capable de respirer dans un espace où il n'y a quasiment aucun oxygène, hein, on rappelle. Hein. Et donc à l'image de Vegeta en Super Saiyan Blue qui meurt suite à l'explosion de la planète Vert, j'ai envie de dire, bah c'est pas cohérent, hein. C'est juste pas cohérent. À l'image de Goku qui se fait toucher par un rayon laser dans Fukatsu no F, d'un sbire lambda, c'est pas cohérent. Hein. À l'image des gars de Freezer qui deviennent aussi forts que Cell seconde forme, voire plus, Cell parfait, en 4 mois d'entraînement, c'est pas logique. Hein. Puisque concrètement ça voudrait dire que les soldats de Freezer sont plus forts que Freezer sur l'arc Namek, ça n'a aucun sens. Enfin bref, comme beaucoup de choses qui ont été faites passé 2013, il y a des incohérences. Hein. Parce que prétexte scénaristique, pour mettre en valeur ou mettre en danger les personnages, ou un tas d'explications créées par les scénaristes de l'œuvre que tu regardes au moment où tu vois la chose qui te paraît pas logique. Parce que concrètement, si Freezer ne détruisait pas la planète et ne tuait pas, entre guillemets, Vegeta, oui, ça aurait eu aucune raison de remonter dans le temps. Donc ça aurait été... Ah bah non, en fait, ça aurait été une très bonne chose. Vegeta en Super Saiyan Blue, juste il mine Freezer et puis il le détruit. Ah oui, on aurait pu faire ça. C'est vrai. Ouais, en tout cas, hein. Mais en réalité, ça dépend juste réellement de ce que veut faire la personne qui écrit ce qui se passe dans l'œuvre au moment où ça se passe. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Goku peut respirer dans n'importe quel espace à partir du moment où il y a un minimum d'oxygène. Et j'ai été bon prince, je me suis dit que c'est peut-être la limite du Saiyan. C'est-à-dire que même s'il y a 0,1 milliard de 0,1% d'oxygène, c'est suffisant. Mais 0 pile, il n'y arrive pas. Et bah devinez quoi? Dans DBS, il existe un monde alternatif qu'on appelle le monde de Trunks. Hein, vous voyez, l'univers de Trunks, tout ça, tout ça. Dans cet univers, il y a la même chose que dans l'univers principal. Donc, il y a l'univers 7, avec son enfer, son paradis, les 12 autres univers, le palais de Zeno, et tout ce qui vit dans les environs. Et bah devinez quoi? Dans l'arc Black Goku, Zeno spawn, il aime pas ce qui se passe sur la planète Terre et décide de tout détruire. Il n'y a plus d'univers 7, donc il n'y a plus d'enfer, plus de paradis, plus d'univers tout court. Il n'y a plus les 12 univers, et il n'y a plus la chronologie elle-même. Le passé, le présent et le futur de cette timeline n'existent plus. Il n'y a plus rien à part Zeno. Et bah devinez quoi? Il se trouve que notre cher ami Son Goku, accompagné de Trunks accessoirement, reviennent dans un moment qui n'existe plus dans le temps, avec la machine à voyager dans le temps. Bon ça à la limite on peut l'excuser parce que les coordonnées de l'endroit temporel existent toujours dans la machine. Donc il revient dans le néant parce qu'il n'y a plus rien, mais concrètement ce néant existe à un moment. Ça n'a aucun sens, mais faites comme si c'était logique. Et arrivé là, Goku sort de la machine pour aller chercher Zeno dans le rien. C'est même pas il est dans le vide. C'est pas il est dans le néant, c'est pas... Il n'y a rien, littéralement rien à part Zeno, et ça l'empêche pas de se déplacer et même de parler. Donc à partir de là... Vous vous souvenez de ce qu'a dit Stanley? The person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. These are fictitious characters. The writer can do whatever he wants with them. Et bah ça s'applique tout simplement aux règles des univers en elles-mêmes. Tu peux faire n'importe quoi tant que c'est justifié par le scénario. Même si ça casse le consenti d'incrédulité du lecteur. Parce qu'à la limite, sur la planète de Beerus, on peut excuser le fait qu'il y ait un peu d'oxygène dessus. Même si les deux seules personnes qui vivent dessus, bon, toi avec le poisson oracle si vous voulez, sont des personnes qui ont littéralement pas besoin d'oxygène pour vivre. Oui, ça a besoin de rien à part d'être là. Beerus a besoin de rien à part bouffer, a priori. Hein. Et le poisson oracle, c'est un poisson, donc il vit dans son eau. Hein. Idem pour le paradis, concrètement, il a certes son corps d'humain, mais il est mort. Donc il n'y a plus besoin de respirer, manger ou boire. Attends une seconde. Dragon Ball Super. Et en vrai, le hors-canon de Dragon Ball Z aussi. Hein. Comment Goku arrive-t-il à respirer dans l'autre monde alors que la seule personne qui a besoin d'oxygène pour survivre là-bas, c'est lui? Puisque du coup, Kaio et Enma en tant qu'être divin n'ont pas besoin de respirer, logique. Et les Oni sont concrètement des êtres de l'enfer. Donc ils n'ont aucune raison d'avoir besoin de respirer eux aussi. Quant aux âmes, bah c'est des âmes. Et il y a
uniquement quelques élus qui ont pu garder leur corps. Donc dans leur canon, on a Paikuan, le blond qui ressemble à Hercule, là j'ai oublié son blaze, mais vous avez compris, etc. etc. Mais toutes ces personnes-là, elles ont encore l'auréole au-dessus de leur tête. Elles sont toutes mortes. Et Goku, c'est pareil. Mais dans DBS, quand il retourne s'entraîner chez Kaio, il est bien vivant. Comment il respire? Je comprends pas. Donc en conclusion, comme j'ai dû le répéter 2 ou 3 fois dans cette vidéo, la raison pour laquelle les personnages dits Saiyan et Outeriens et Namek ne peuvent pas respirer dans l'espace dans l'œuvre quand il y en a besoin, c'est simplement pour servir le scénario. C'était Mangaka, je vous dis à la prochaine. Tchuss.